ils ont conduit la France au désastre. Et pourtant, les médias du système pointent du doigt non pas cette élite toxique au pouvoir, mais le danger des extrêmes, comme ils disent. Sur TV Liberté, nous ne recevons de consignes de personne et nous n'en donnons à personne. Sur TV Liberté, nous vous livrons les clés, mais pour vivre, TV Liberté doit compter sur votre soutien financier. Vous êtes la seule garantie de notre survie, alors je compte sur vous. Foutre, merde, bougre d'enculé, qui ne se souvient de ce passage savoureux dans le discours d'un roi, joyau du cinéma britannique où Bertie le Bègue, Bertie le duc d'York, qui sera bientôt le roi George VI, hurle à tue-tête ses grossièretés dans le cabinet de son orthophoniste pour essayer de surmonter son foutu bégaiement. Eh bien voilà un cas typique d'impolitesse royale et de politique. Quand bien même celle-ci ne s'exerce que dans un cadre privé, comme dans le discours d'un roi. Mais les apparences sont ici trompeuses. Malgré le vocabulaire de Chartier de Bertie le Bègue, la politesse sent les têtes couronnées, les cours d'ancien régime et les hautes civilisations sophistiquées. Or la nôtre de civilisation touche le fond. Telle est la décivilisation. La politesse y fait vieux jeu, réac, horriblement ringarde. Son champ sémantique ressemble à la galerie d'un musée de province à l'abandon, c'est poussiéreux. Mais voilà, l'homme n'est que poussière, dit l'Ecclésiaste, c'est dire l'importance du plumeau, comme disait, ajouté Alexandre le Grand, je parlais d'Alexandre Vialat. Ce plumeau, c'est Frédéric Rouvillois qui le tient. Il redonne du lustre à l'antique politesse dans un livre à mettre entre toutes les mains, et d'abord celle des malotrus et des mufles. Politesse et politique, tel est son titre, qui vient de sortir aux éditions du Cerf. La politesse et la politique, deux mots qu'on n'a pas l'habitude d'associer ensemble. Et pourtant, le déclin du politique va de pair avec le déclin de la politesse, c'est ce que nous dit Frédéric Rouvillois, qui n'est pas seulement juriste, qui n'est pas seulement auteur de polar à la Nouvelle Librairie, mais aussi historien des idées. Historien des mœurs, des mentalités et des bonnes manières. Cher Frédéric Rouvillois, bienvenue dans ce nouvel orage de papier pour politesse et politique. Est-ce que c'est le... Bonjour cher François et merci de m'y accueillir. Je vous en prie. Est-ce que c'est le conservateur en vous, parce qu'on sait que vous êtes attaché au conservatisme, vous avez consacré, du reste, co-dirigé un dictionnaire remarquable sur le conservatisme, le populisme, il y en a d'autres, mais le conservatisme, est-ce que c'est le conservateur en vous qui s'est d'abord intéressé à la politesse? Pour tout vous dire, non. C'est d'abord l'amateur de littérature qui s'intéressait au dialogue des personnages de Balzac ou de Proust et qui comprenait que s'il ne perçait pas à jour certains éléments, il ne comprendrait rien. Et ces éléments, c'est notamment la politesse. La recherche du temps perdu, que certains pensent être une chose très très ennuyeuse et est en fait d'une extrême drôlerie lorsqu'on comprend les codes et qu'on peut par conséquent voir ce qu'il y a derrière. Donc je pense que c'est ça qui m'a donné envie de m'y atteler, et d'autre part c'est mon métier de juriste, de professeur de droit. En droit, les spectateurs le savent peut-être, ceux qui sont passés par là, on essaie d'expliquer généralement aux étudiants le droit à partir, donc un ensemble de règles, à partir d'un autre ensemble de règles qui est la morale. Sauf qu'en réalité, la morale, c'est beaucoup plus compliqué à comprendre que le droit. Donc, essayer d'expliquer quelque chose de relativement simple par quelque chose de plus compliqué, ça va pas. En revanche, si on explique le droit par rapport à la politesse, et ça, chacun sait exactement ce que c'est, voilà, on doit faire ceci, on doit pas faire cela, si on le fait, il y aura telle conséquence, c'est beaucoup plus clair. Et donc, c'est, au fond, cette combinaison de mon intérêt pour la littérature et de mon métier de professeur de droit, d'enseignant des questions juridiques, qui m'a initialement poussé vers ça et qui m'a permis de faire... par ailleurs, je suis professeur de droit constitutionnel, donc j'ai assez rapidement compris à quel point, au fond, ces questions de la politesse et de la politique étaient, au fond, étroitement liées, comme
la proximité entre les mots, la ressemblance entre les mots, qui est quand même frappante, hein, politesse, politique. On va y venir sur la question de l'étymologie. L'indique, voilà. Ouais. Mais il n'empêche, vous n'avez pas intitulé votre livre Politesse et morale, ni Politesse et droit. C'est politesse et politique. Hein. Raison pour laquelle j'évoquais la question du conservatisme, mais évacuons-la. Restons sur le politique. J'assume parfaitement. Non, je sais bien. Non, évidemment. Et du reste, effectivement, ce livre peut se lire aussi comme une sorte d'appel au secours, hein, ou de bouteille à la mer, en expliquant que si on veut conserver ce qui est important, hein, ce qui est le propre du conservateur, le conservateur il veut pas tout conserver, il veut considérer ce qu'il juge vraiment fondamental. Or, ce qui est fondamental pour nous, c'est la civilisation, il faut dire le contraire. Et la civilisation, me semble-t-il, eh bien, elle a un certain nombre de fondements, de bases, socle, et parmi ces bases, il y a le droit, il y a le langage, il y a l'autorité, et il y a la politesse. Ouais. Voilà. Si effectivement tous ces éléments sont renversés, eh bien la civilisation disparaît aussi. Et effectivement, le conservateur que je suis, mais également n'importe qui, se retrouve finalement démuni dans quelque chose qui pourrait ressembler à terme. C'est ce que apparemment c'est ce qui préoccupe actuellement l'Élysée et Matignon. Donc quelque chose qui pourrait ressembler à une sorte de d'état de nature hobbesien dans lequel l'homme est un loup pour l'homme. Paradoxalement, qu'il est en train, vous parlez de Macron, qu'il est en train d'accélérer. J'en profite pour vous poser la question suivante, parce que vous donnez, moi je pense qu'il faut aller au-delà, vous allez au-delà, hein, c'est plus que ça la politesse, vous le dites dans le livre, hein, et une des définitions les plus justes et les plus belles de la politesse que vous donnez, me semble-t-il, hein, il y en a deux, j'en ai retenu deux, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, une de Edmund Burke, hein, grand conservateur s'il en fut, anglais, britannique, hein, et il plaçait les manières au-dessus des lois, disait-il, hein, et je trouve que la plus belle, hein, c'est d'Emmanuel Kant, hein, et la plus profonde, hein, c'est étonnant, hein, qui disait des bonnes manière, c'est vous qui le citez, qu'elle cache, disait-il, le secret de la vie sociale. Hein, le secret de la vie sociale. C'est quasiment du Marcel Mauss, hein, dans le don et le contre-don, parce qu'on échange aussi de la politesse. Hein. Donc ça déborde le cadre du droit, me semble-t-il, c'est encore plus grand que le droit. Mais revenons à la politesse et à la politique. Hein. C'est le début de votre livre. Hein. La politesse est-elle de droite? Moi j'aurais tendance à dire oui, d'emblée oui, raison pour laquelle j'évoquais la question du conservatisme. Hein. La préséance royale, à la droite de Dieu, les malédictions attachées à la main gauche. Hein. Donc c'est tout ce qui est valorisé, tout ce qui est magnifié, exalté, c'est la droite. Hein. Est-ce que la politesse est de droite? Hein? Écoutez, au premier abord, je serais d'accord avec vous, notamment dans la mesure où la politesse suppose un certain nombre d'éléments, de conditions, voilà, on peut pas effectivement admettre le principe même d'une politesse si on n'a pas un certain regard vers le passé, vers la continuité, vers la transmission, vers la tradition, mais également si on n'admet pas, c'est très important évidemment, les différences entre les personnes, et également il y a les hiérarchies, les inégalités, que voilà, tous les hommes ne sont pas pareils, tous les hommes ne sont pas égaux, et à ce titre ils ont droit à des manifestations de politesse, des mots, des gestes, etc., qui sont différenciés en fonction de leur statut, leur situation, etc. On ne se comporte pas avec un jeune, avec un adolescent, comme avec une vieille dame, ni avec un ambassadeur, comme avec sa boulangère. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est... Voilà, les choses sont quand même compliquées, hein, parce que il y a une chose qui me frappait beaucoup parmi ces règles de politesse anciennes, c'est que au début du XXe siècle, dans les manuels de politesse, on explique que lorsqu'un lieutenant croise un général, il doit évidemment le saluer avec toutes les formes, etc. En revanche, lorsque le lieutenant est avec sa jeune épouse à son bras, c'est le général qui doit le saluer, parce que c'est à la femme que l'on doit un respect supérieur encore à celui du grade, par exemple. En particulier dans les situations comme la nôtre, galantes. Hein. Absolument, tout à fait. Donc voilà, les règles, les codes évidemment sont changeants, ils dépendent notamment d'une anthropologie bien particulière, mais ce sont des choses qui sont extrêmement intéressantes, révélatrices et fondatrices effectivement de cette civilisation, c'est-à-dire
d'un lieu où on peut vivre à peu près harmonieusement les uns avec les autres. Et de ce point de vue-là, la citation de Kant, homme de gauche s'il en fut, est évidemment tout à fait intéressante. Ouais. Alors c'est un des paradoxes de cette question, la définition de la politesse, et du reste vous le soulignez, de droite oui, mais pas que. De gauche aussi. Vous allez me dire pourquoi? Parce que vous montrez le dilemme de la politesse. C'est qu'elle requiert à la fois, vous l'avez dit, hiérarchie, donc des formes d'inégalité, et donc d'inégalité sociale, mais également un projet d'égalité. Je dirais pas d'égalité, c'est-à-dire au sens un égal respect en quelque sorte. Chacun a droit au même respect que les autres en fonction de la situation qui est la sienne dans la société. C'est-à-dire tout le monde a droit au respect, mais évidemment les marques de ce respect ne sont pas les mêmes. Donc égalité et inégalité en fait, une égalité qui se réalise par l'inégalité en quelque sorte. Voilà. Ce que je souligne effectivement dans un des chapitres, c'est que un système radicalement inégalitaire est incompatible avec la politesse. C'est-à-dire un système où l'esclavage subsiste, ou un système de caste à l'indienne, par exemple. Si voilà, le brahman n'a pas à montrer le moindre signe de politesse à l'égard de l'intouchable. Oui, qui est quasiment un sous-homme. Dans cette perspective indienne. Qui est un sous-homme, donc il est dans cette perspective, effectivement, il y a des cases, et c'est à l'intérieur de sa case que l'on va finalement avoir des comportements polis, mais pas en dehors. Je cite aussi il y a un passage que j'ai trouvé un peu par hasard, qui est absolument incroyable, notamment parce que les personnages en question sont très connus. Madame du Châtelet, donc qui est un des grands bas bleus du XVIIIe siècle, la maîtresse de Voltaire, la maîtresse de Voltaire, enfin de gauche là encore s'il en est, considère ses domestiques vraiment comme des objets finalement. Ouais. Mais Voltaire c'est la même chose. Hein. Et Voltaire c'est la même chose. Mais elle c'est encore plus. Et il y a une scène qui est relatée donc par un de ses domestiques, dans laquelle elle ne l'a jamais vu, elle vient d'être embauchée, et elle lui demande de la servir dans sa salle de bain. Et notamment elle se déshabille devant lui sans aucun problème. Elle se met dans sa salle de bain et elle lui demande de lui verser de l'eau chaude sur le corps, sur les parties génitales, etc., etc. Et voilà, comme si de rien n'était, comme s'il était finalement qu'une sorte de robinet auquel un objet, en dehors de l'humanité. Un objet, et donc par conséquent à qui on ne doit par définition aucune politesse. Est-ce que les choses ont vraiment changé pour ce qui est la gauche caviar? Parce que Madame du Châtelet, c'est le mathématicienne, scientifique, progressiste, les Lumières, Voltaire, on l'a évoqué, mais il y a eu des affaires, il y a quelques mois, quelques années, d'une secrétaire d'État, je crois, de la Macronie, qui payait pas ses employés. Oui, non mais les fameuses petites bonnes Philippines, etc., qui dorment sous la soupente, et que il y a un peu de ça effectivement. Bon, je veux dire, c'est pas réservé à la gauche. Il y a des gens de droite qui votent à droite. Soyons de mauvaise foi. Soyons de mauvaise foi. Donc de mauvaise foi, donc il y a pas de problème. Mais voilà, c'est tout ça pour revenir au point de départ. S'il n'y a pas effectivement l'idée d'une certaine égalité en tant qu'être humain finalement. Commune humanité. Une commune humanité qui fait que pour le chrétien, on est tous des créatures de Dieu, et par conséquent, on doit à toute créature un minimum de respect, qui n'existe pas, et de respect et donc de politesse. Ouais. Alors venons-en au cœur du sujet, politesse, on l'a évoqué. Et politique. Au premier abord, on a vraiment le sentiment que c'est deux choses incompatibles pour quantité de raisons que vous évoquez dans le livre. D'abord parce que le politique, l'essence du politique, pour Carl Schmitt, pour Freud et pour beaucoup d'autres, c'est l'ami et l'ennemi, donc c'est l'antagonisation, c'est le conflit, c'est la violence politique. Vous rappelez les noms d'oiseaux qu'on échange, les fausses politesses que vous appelez, ou d'autres, la polyrudesse, où on affecte les milliards de politesse. Mais on évoquait Macron et l'Élysée. Macron, c'est un cas typique d'impolitesse et de politique. C'est peut-être même parfois d'impolitique. Oui, mais si vous voulez, il sait très bien ce qu'il fait, à mon avis. Vous croyez? Oui, je crois. Vous savez, on avait déjà parlé, j'avais publié il y a quelques années au CERF également un livre qui s'appelait Liquidation sur Macron et le saint-simonisme. Ma thèse était qu'il y avait effectivement ce qu'on pourrait dire un Macron profond. Donc que Macron avait une véritable idéologie qui était justement le saint-simonisme, et que évidemment il est en permanence face aux dans obstacles, le même temps. Dans le même temps. Mais voilà. Et donc je pense que Macron, lorsqu'il soit surjoue la politesse,
soit au contraire lorsqu'il affecte l'impolitesse, la grossièreté, le fameux je les emmerde tous, pour les vaccinés, pour les non vaccinés. J'enverrai des mecs à Odessa. Oui, enfin tout est. Ça m'en touche une, ça touche l'autre, en public. Ça c'était fabuleux effectivement. Essayer de mimer Chirac, ou le fait de ne pas mettre de cravate lorsque tout le monde en met, notamment les inférieurs, ou de se promener en manche de chemise, ou de se laisser voir torse nu avec des gens qui voilà. Il y a des espèces de des choses qui apparaissent comme des couacs, comme des infractions au code les plus élémentaires, mais qu'il manie, je pense, avec sa subtilité et sa duplicité habituelle. Voilà. Je pense qu'il a un regard de duplicité sur la politesse qu'il utilise vraiment sur mode purement instrumental et au service de sa politique. Alors, est-ce qu'il le dit bien ou mal? Ça, c'est un autre problème. Mais je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Il faut pas voilà. Vous savez qu'il est toujours très dangereux de prendre ses génies. Sous-estimer l'adversaire. Voilà, pour les imbéciles. Et donc voilà, c'est pas du tout le cas en l'occurrence. Non, mais je suis séduit par votre généalogie du macronisme à partir de Saint-Simon. Mais bon, le personnage parfois, vous l'avez dit, fait des embardées. Revenons à la politique et parfois c'est souvent une foire d'empoigne. Hein. Vous vous rappelez qu'il y a même un livre qui s'appelle Nom d'oiseau, l'insulte en politique de la Restauration à nos jours, son auteur Thomas Boucher, qui recense les échanges d'injures, les combats de coq, que ce livre, les parlementaires en particulier, et l'âge d'or de l'insulte en politique, c'est, vous le rappelez, la Troisième République. Oui. En fait, ce que montre ce livre, et ce qu'on constate par ailleurs, lorsqu'on regarde un petit peu notamment les débats parlementaires depuis la Restauration jusqu'à nos jours, c'est que il y a vraiment une corrélation entre le pouvoir et l'impolitesse. C'est-à-dire que plus dans une institution il y a du pouvoir et plus les rapports sont violents. Et c'est vraiment, ça corrobore totalement sur un autre plan, si vous voulez, la thèse freundienne et schmittienne du rapport ami-ennemi comme définition du politique. Et par exemple, le lieu de l'impolitesse et de la violence, c'est le Parlement sous la Troisième République, parce que c'est là que se trouve le pouvoir. En revanche, à l'époque, l'exécutif est parfaitement poli, parfaitement lissé, parfaitement terne. Voilà, c'est ce que le président Albert Lebrun, les présidents de la Troisième République, c'était un monsieur que personne, même pas sa femme de ménage, a dû entendre dire une injure pendant ses 2 mandats. Il y en a quelques-uns qui meurent dans les bras de leur maîtresse. Mais vous avez oui, ça c'est autre chose. Mais c'est pas spécifiquement impoli de mourir dans les bras de sa maîtresse, même si en l'occurrence c'est pas forcément les bras, mais donc voilà. Et de nos jours, qu'est-ce qui se passe? C'est l'inverse, sous la Cinquième République. Le pouvoir n'est plus au Parlement. Par conséquent, le Parlement apparaît, même s'il peut y avoir des frétillements d'impolitesse par-ci par-là, mais globalement, le Parlement est beaucoup plus calme, beaucoup plus poli, beaucoup plus mesuré, etc., qu'il ne l'était sous la Troisième République. Et inversement, c'est plutôt l'exécutif, et notamment le président de la République, qui éventuellement va faire assaut d'impolitesse. On va prendre des libertés avec la norme et l'étiquette. Parce que c'est là qu'est le pouvoir. Cela étant dit, il faudrait que vous rappelez quand même néanmoins qu'il y a la NUPES et LFI. Il y a le coup de la cravate. On n'a pas de cravate. C'est ça. Mais voilà, c'est les frétillements. Et c'est justement parce que la NUPES veut accéder au pouvoir. Oui, mais c'est important parce que vous montrez que c'est très important parce qu'il y a à gauche, en tout cas à l'extrême gauche, si je puis dire, sous la Révolution déjà, une tentation d'une société. Bien sûr, on peut en parler d'une société parce qu'il y a un procès en hypocrisie qu'inaugure Rousseau. Il y en a avant lui, mais Rousseau lui donne toute l'audience nécessaire. Il y a un procès en hypocrisie. La politesse, ce serait presque du Bourdieu en réalité. Absolument. Ce sont des codes de classe et de domination. Exactement, c'est ça. C'est pas seulement l'hypocrisie, ça c'est relativement gentil. Et du reste, le premier à le dénoncer, c'est Alceste dans le Misanthrope de Molière. Mais effectivement, Rousseau c'est plus, et ensuite ses successeurs, notamment sur la Révolution française, il y a l'hypocrisie, mais se rajoute à ça effectivement l'idée que la politesse est un moyen de domination, un moyen d'écraser finalement les plus faibles, un moyen pour la classe dominante, pour reprendre une phraséologie marxiste, de conserver sa domination sur la classe dominée.
Et effectivement, sous la Révolution française, mais également au XXe siècle, dans tous les grands systèmes totalitaires, on a cette espèce de volonté de table rase, de suppression de l'ancienne politesse, qui avait été créée finalement par la société elle-même, au nom de l'égalité. Parce que la politesse donc serait fondamentalement inégalitaire, au nom de la liberté, liberté à la Rousseau, parce que ce sont des règles qui n'ont pas été établies par les représentants du peuple, et au nom de la fraternité, parce que dans cette vision utopique de la fraternité, les frères n'ont pas besoin de faire des courbettes les uns avec les autres. Mais est-ce qu'il n'y a pas encore un petit peu de ça chez les Insoumis, chez les Mélenchoniens? Bien sûr, même si on pourra dire que c'est la communication, quand même ils ont fait fort. Ah non, c'est tout à fait cette même tradition qui est la tradition que du reste après la Révolution française, qui est vraiment l'acmé ou non, c'est le premier exemple véritablement de système totalitaire qui va vouloir remplacer la politesse par la loi et le savoir-vivre parce que les gens de l'époque appellent la civilité républicaine. On passe du vouvoiement au tutoiement, de monsieur à citoyen. Enfin, non seulement on passe du vouvoiement au tutoiement, mais on interdit le vouvoiement. C'est-à-dire que ceux qui vouvoient sont suspectés d'être au fond de mauvais Français, de mauvais Jacobins, de mauvais révolutionnaires, et à l'époque ça peut aller très très loin et surtout très vite. On peut potentiellement effectivement on peut passer devant le tribunal révolutionnaire parce qu'on a vouvoyé son domestique, et je cite. Et donc on est ainsi devant et non pas un citoyen. On est ainsi devant et pas un citoyen, et ainsi devant et donc un suspect, et donc un ennemi, et donc quelqu'un qu'il faut éliminer. Et c'est ce qu'on retrouve à l'époque de la révolution d'octobre 1917 avec les bolcheviks, et je dirais de manière encore plus dense et plus terrifiante, par exemple sous la révolution culturelle chinoise, ou dans le Cambodge de Pol Pot. Oui. On a tous ces éléments se retrouvent absolument à chaque fois, et surtout avec les mêmes justifications. Il faut établir l'égalité, il faut établir la fraternité, il faut établir l'émancipation générale, c'est la grande thématique, et pour ça il faut supprimer la politesse, supprimer le savoir-vivre ancien, supprimer tous ces marqueurs d'une domination de classe, de même que bientôt on va supprimer les lois et l'État, puisqu'on est dans la thématique marxiste du dépérissement de l'État et du droit. Donc tout se tient. Politesse et politique. Il y a une homophonie, à défaut d'une homonomie, les deux mots se ressemblent beaucoup. Politesse commence pareil, politesse et politique. Quelles sont les racines étymologiques de la politique? C'est la police, mais pour donc la cité, quelles sont les racines pour la politesse, sachant qu'un mot comme URBS, BRS, donc la ville, va également donner urbanité. Oui. Donc il y a quand même un lien, vous le montrez, entre la naissance des villes, donc des civilisations, et l'apparition de la politesse. Alors, pour ce qui est de l'étymologie du mot politesse, en fait, il y a des... Vous savez, l'étymologie n'est pas une science exacte, et parmi les étymologies qui ont pu être évoquées, il y a effectivement... Et là encore, le mot police, la cité, il faut se comporter de cette manière au sein du groupe social. Et il y a sous ça assez joli comme idée, le verbe polir, qu'on trouve dans le polissage. Le polissage, c'est-à-dire le fait d'enlever toutes les aspérités, et en l'occurrence les aspérités des relations entre personnes, afin de fluidifier finalement ces rapports, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de frottement, qui pourraient amener à des conflits, et qui eux-mêmes pourraient amener à des violences, qui eux-mêmes pourraient amener au sommet à l'explosion finalement du groupe social. Et au fond, c'est là-dessus que j'insiste dans mon bouquin, pour expliquer que au fond la finalité ultime de la politique, comme la finalité ultime de la politesse, c'est ça. C'est d'essayer de maintenir finalement la paix sociale, de faire en sorte que les choses n'explosent pas. Et vous avez noté effectivement que cette similitude de mots, on la trouve pas seulement dans politesse et politique, mais dans effectivement la ville, URBS et l'urbanité, dans la cour et la courtoisie, qu'on retrouve par exemple en allemand avec
Hof, la cour, et Höflichkeit, la politesse. Dans le mot civil et civilité, enfin voilà toutes les, et par ailleurs on voit à quel point c'est imbriqué, lié. C'est très très imbriqué, et par ailleurs les termes qui sont utilisés en parallèle comme bienséance, bonne manière, etc. supposent effectivement qu'il y a un bien et un mal, donc une prescription, une norme qui existe à l'arrière-plan. Une norme et donc quelqu'un pour l'établir, donc une autorité. Bref, c'est très amusant effectivement de jongler un petit peu avec ces mots, de voir que il y a pas d'exception. Et que d'autre part, dans toutes les langues indo-européennes finalement, on retrouve la même articulation. Dans le sens du poil. Mais nous procédons de ce rameau-là. Absolument, tout à fait. On est finalement dans cette même logique. Oui. On va ce sera parmi mes dernières questions. L'un ne va pas sans l'autre. Hein. L'un est conditionné à l'autre, et si l'on perd l'un, on perd en général l'autre. Hein. Oui. Mais on va y revenir si vous voulez bien. Est-ce qu'il n'y a pas eu un âge d'or, en vous lisant, c'est frappant, un âge d'or de la politesse, hein, qui est les sociétés d'Ancien Régime. Alors ça n'est pas le monarchisme, vous êtes attaché, je crois, au principe de la monarchie. Est-ce que c'est pas sous les monarchies, en particulier françaises, hein, parce que la France a été l'incarnation, si l'on peut dire, de cette politesse à une époque qui est révolue malheureusement. Est-ce qu'il n'y a pas une monarchie? Bref, une société de cour pour voir une politesse se déployer complètement. Écoutez, on a un cas effectivement en France qui est bien particulier, qui est voilà la société de cour et la monarchie dite absolue, hein, grosso modo entre le règne de François Ier et le règne de Louis XVI, on a une espèce d'épanouissement du savoir-vivre, de la politesse française sur tous les plans, personne ne peut le contester. Et l'un de ceux qui vont développer cette idée, c'est justement Voltaire. Voltaire qui est un personnage quand même très très complexe. Qui va écrire, pour rappeler à nos téléspectateurs, oui, qui écrit notamment le siècle de Louis XIV, dans lequel il explique que voilà, ce siècle, c'est le grand siècle de la politesse, le grand siècle des manières, le grand siècle de la civilité, de la galanterie entre hommes et femmes, etc. Et il explique qu'effectivement, le roi, dans cette perspective-là, et la cour vont jouer un rôle de modèle finalement, des règles qui vont ensuite se diffuser de haut en bas de la société, même si en parallèle subsistent des politesses locales ou des politesses régionales, etc., qui ne disparaissent pas pour autant. C'est tout à fait l'inverse de ce que finalement on va voir sous la Révolution française, parce que on coupe finalement, si je veux dire, la tête à la politesse, et en même temps on éradique finalement les politesses locales, de même qu'on veut supprimer les langues régionales. C'est tout à fait dans cette même. C'est cohérent. Mais donc voilà, la France de ce point de vue-là, c'est une sorte de chef-d'œuvre, de même que sur d'autres plans. Hein, voilà, un chef-d'œuvre de ce point de vue-là. Pour autant, toutes les monarchies de l'époque ne sont pas aussi polies que cela, et à l'époque de Voltaire notamment, eh bien, on regarde avec horreur ce qui se passe en Russie. Mais pas qu'en Russie, vous le rappelez, parce que ou en Allemagne, où l'Allemagne qui est considérée à l'époque comme le vrai pays des mauvaises manières, en quelque sorte. Hein, Mais il n'y a pas que l'Allemagne. Je vous cite. Alors, il y a un hommage des grands auteurs étrangers au génie français, hein, Balthazar Gracian, que vous citez. La France est le centre de la politesse en tous sens. Hein. Taine, français pour le coup, fin 19e, la monarchie a produit la cour, qui a produit la société polie. Taine dit que c'est le chef-d'œuvre de la France, la politesse, vous nous le rappelez, et il nous explique que en Espagne, l'étiquette produit des momies. Oui, des momies. L'étiquette produit des momies. En Allemagne, en Angleterre, les tempéraments sont lourds, grossiers. Donc c'est vraiment le... Oui, c'est-à-dire que ce qui caractérise la politesse d'Ancien Régime, ce qui va être cassé par la Révolution et ce qui ne reviendra plus après, si vous voulez, parce que au 19e, on a une espèce de politesse bourgeoise qui est codifiée, qui est beaucoup plus... Et qui est importée d'Angleterre, presque, en partie. Qui est d'abord imposée par Napoléon Bonaparte, qui sait très bien que un État a besoin d'une société à peu près polie, et qui va effectivement ensuite, à partir des années 1830, surtout de la révolution de juillet
juillet 1830, voilà, c'est être très très influencé par le modèle britannique. Mais avant ça, donc la politesse d'Ancien Régime, d'avant la Révolution, c'est une politesse qui est vraiment multiple, diverse, sophistiquée, mais pas pour autant chinoise, souple. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement raffiné, d'extrêmement qui fonctionne bien, quoi. C'est voilà, c'est. Mais on a cassé un modèle. Hein. On a cassé un modèle, mais bon, voilà. Tout ça pour dire que d'autres monarchies n'ont pas eu les mêmes effets. Et par conséquent, ce n'est pas une conséquence de la monarchie, je dirais c'est une conséquence un peu miraculeuse de la monarchie française de l'époque. Hein, oui, voilà. À partir des spécificités françaises. Hein. Alors, qu'est-ce qui nous est arrivé aujourd'hui ? Je veux pas recourir au vocabulaire de l'ensauvagement, il y a une beauté du sauvage, mais en point. Mais il y a une multiplication des incivilités. Vous rappelez que c'est un sondage qui a été fait auprès des maires de France, hein, 7 maires sur 10 disent avoir été victimes d'incivilités. Il suffit de regarder les informations chaque jour, il y a une multiplication d'incivilités, de violences verbales. Hein. Que s'est-il passé pour que nous tombions si bas ? Ben, il s'est passé un phénomène en fait très curieux, parce que si vous voulez, je dirais le déclin de la politesse en France, il commence en fait il y a presque un siècle, même un peu plus d'un siècle après la fin de la Première Guerre mondiale. Et donc on a une espèce de déclin progressif qui est lié à les modifications du mode de vie, etc., qui a son acmé justement autour de mai 68. Mais à partir des années 80-90, les Français, notamment confrontés à la crise, à une vie de plus en plus dure, etc., comprennent que voilà, la politesse c'est quelque chose qui est un don gratuit finalement, hein, et qui est au fond un moyen de vivre mieux. Et donc il y a une prise de conscience. Dans les années 70, la plupart des Français considèrent que la politesse c'est ringard et dépassé. À la fin des années 90, on a presque 90% de Français qui considèrent que c'est absolument essentiel, que c'est vital et que c'est la valeur principale qu'ils transmettront à leurs enfants. Donc on a une espèce de renversement complet sur ce plan-là. Ouais. Pour autant, ça marche pas. Et en même temps, c'est pas forcément les mêmes, hein, ceci, hein, parce que en même temps, on a effectivement une montée des incivilités et des incivilités qui sont perçues de manière d'autant plus aiguë que voilà, on est très sensible finalement à ce qui se passe. On a compris que la politesse était vraiment important et on est confronté au phénomène inverse. Ouais, mais sans jouer au vieux con, on a un problème. Je parle, c'est une question. Hein. Sans jouer au vieux con, parce que c'est le procès qu'on nous fait. On a quand même un problème avec la jeunesse. Hein. Moi, j'ai pas un repas de famille sans que mes neveux, non même, je dis un repas de famille, il y en a qui n'ont pas la famille. Des jeunes gens qui textotent en vous parlant. Voilà. Mais ça ils sont enfermés dans leur bulle. Hein. Voilà. Alors effectivement, c'est un petit peu la conclusion de mon livre, hein, c'est que on est confronté aujourd'hui à une sorte de révolution des mœurs telle qu'on en a finalement probablement jamais connue, avec comme élément principal évidemment l'individualisme radical et les différents éléments qui font que cet individualisme radical va être encore radicalisé, et notamment par la machine, hein, ouais, au sens large, et notamment par le portable, qui fait que les jeunes générations sont exactement comme des papillons devant une flamme, si vous voulez. Ils ont conscience des problèmes que ça va entraîner, mais ils ne peuvent pas y échapper. Ils sont totalement attirés par la chose. Et effectivement, voilà, lorsque vous êtes avec votre portable, seul à seul avec lui, comme une espèce de monade isolée du reste de la société, cette société elle ne compte plus, et donc les règles qui rendent la vie en société douce et vivable, eh bien, elle ne compte plus, et donc par conséquent, effectivement, on voit 4 personnes ou 5 personnes à une même table de restaurant, chacun avec regardant son portable, sans parler aux autres, et donc sans, en l'occurrence, faire droit à ce art de la conversation qui est un peu un des fleurons de la politesse française. Et d'ailleurs, également, peut-être une des conditions de la démocratie. C'est ça qui est assez notable. Et si vous permettez, cette expression atroce, incantatoire, et qui est jamais qu'une antiphrase, du vivre ensemble, parce que la condition
condition sine qua non pour que la politesse se déploie, faut qu'il y ait du collectif, faut qu'il y ait du social, faut qu'il y ait de l'intersubjectivité, faut qu'il y ait du dialogue. Or, si nous nous replions sur nous-mêmes, la politesse. Oui, mais c'est-à-dire, en fait, on peut dire qu'on fait que vivre ensemble, les uns à côté des autres, effectivement. Mais l'une des comparaisons qui m'était venue dans ma conclusion, c'est les zombies des films, si vous voulez. Le zombie, il regarde jamais les autres, en fait. Il regarde sa proie, éventuellement, qui est derrière laquelle il va courir jusqu'au moment où il va pouvoir la dévorer. Mais il ne regarde jamais les autres. Il va devant soi, l'œil, les yeux, les paupières écarquillées, et très souvent, voilà, le jeune avec son portable, c'est ça. Il regarde absolument pas, et il se fiche finalement du monde qui l'entoure et de la société qui l'entoure. Si vous voulez, c'est un phénomène de désaffiliation absolument tragique. Vous parlez de désenracinement. Oui, c'est ça. Voilà. Pas de déracinement, de désenracinement. Voilà, c'est-à-dire que le déracinement barétien, c'est quelque chose finalement d'extérieur et de brutal. Là, c'est finalement un processus plus long, mais peut-être beaucoup plus dangereux et beaucoup plus irréparable en quelque sorte. Alors, voilà. Frédéric Roviroy, cette émission touche à sa fin, cet orage de papier touche à sa fin, ce sera ma dernière question. Mais alors, quid de l'avenir? Est-ce que c'est le retour de l'état de nature? On est descendu de l'arbre, est-ce qu'on va remonter dans l'arbre, redevenir des zombies? La violence de l'un contre l'autre, un loup, l'homme un loup pour oui, parce que je pense que dans l'arbre, quand on remonte dans l'arbre, on est quand même obligé de faire un peu attention aux autres, à ceux qui sont dans l'arbre également. Là, on n'est même pas dans l'arbre en fait. On est effectivement comme les zombies dans une espèce de grande ville aveugle et sombre. La question est de savoir effectivement si on peut revenir à quelque chose d'autre, si on peut restaurer cette politesse. Alors autrefois, on a essayé de se rassurer en disant oui, mais il y a l'école, il y a la famille, il y a voilà. Mais est-ce que dans un monde où la famille compte presque plus pour rien et est totalement déstructurée, dans lequel l'autorité est totalement dévaluée, est-ce que dans un monde où l'école finalement ne joue plus du tout ce rôle-là, on pourra revenir en arrière, même avec Gabriel Attal, notre Messie, c'est pas évident. Merci, cher Frédéric Roviroy. Lisez donc Politesse et politique aux éditions du Cerf. Et à bientôt. Merci.